Bonjour tout le monde, Sébastien Saint-Pierre avec vous dans la quotidienne de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui, avec moi, M. Simon Bégin, M. Michel Saint-Pierre, mais également Mme Suzanne Dion et bien sûr M. Guy Debailleul. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant de 15 ans, 15e anniversaire. Oui, alors merci Sébastien. Oui, effectivement. Alors le 14 février 2008, le gouvernement du Québec rendait public le rapport de la commission d'études sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec, mieux connu sous le nom de rapport Pronovo, du nom de M. Jean Pronovo, qui a été le président de cette commission et qui a été aussi, quelques années plus tard, le président fondateur de l'Institut Jean Garon. Alors, c'est sûr que si à l'Institut Jean Garon, le rapport Pronovo, c'est un peu notre Bible, c'est un peu, on se définit un peu comme les porteurs de l'héritage du rapport Pronovo. Et pour vous en parler aujourd'hui de cet important anniversaire-là, nous avons autour de la table, j'allais dire quasiment l'âme et les bras du rapport Pronovo, avec Michel Saint-Pierre, co-président de l'Institut, qui à l'époque était sous-ministre en titre du ministère de l'Agriculture, qui a été un peu l'instigateur, le porteur de cette idée-là de créer une grande commission pour revoir, se poser la question de l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec. Et nous avons aussi Suzanne Dion, un membre de l'Institut, une membre importante de l'Institut, qui a été pendant 2 ans la secrétaire générale de la commission, le bras droit de M. Pronovo. Et nous avons aussi Guy Debailleul, l'autre coprésident de l'Institut, qui a été un expert conseil, un collaborateur important de cette importante commission. Alors, aujourd'hui, nous allons, dans une première émission, nous replonger dans l'époque. Qu'est-ce qui a amené, mon cher Michel, qu'est-ce qui a amené la création de la commission? Merci Simon d'avoir, oui effectivement, je pense que c'est intéressant de rappeler la genèse. Qu'est-ce qui a amené ça? D'une part, je dois dire que quand je suis arrivé au ministère de l'Agriculture, j'avais déjà derrière moi un certain bagage, dont une 12aine d'années comme président de ce qui a été le Crédit agricole et finalement les financières agricoles. Donc, j'avais un portrait assez précis de l'agriculture et ce portrait-là me réjouissait pas. Et c'est ce que j'ai dit à la ministre à l'époque, qui était Françoise Gauthier. J'ai dit, c'est pas vraiment un moment intéressant pour entrer au ministère parce que, comme je lui disais, le ministère, j'ai l'impression qu'il n'a plus d'impact dans le milieu, qu'il ne joue plus son rôle. Et puis, on entendait souvent, c'est ce qui était le cas, peut-être encore un peu aujourd'hui, on entend souvent dire que le ministère, il se trouvait davantage au boulevard Lantérien à Longueuil. Alors, donc, évidemment, on parle de l'UPA. Alors, donc, quand je suis arrivé là, c'est un peu en me laissant tirer là-bas, mais j'ai immédiatement constaté que le ministère avait en main aussi un paquet de données intéressantes et c'est celle-là que j'ai voulu sortir. D'une part, j'ai fait une tournée des régions pour voir si ma lecture était la bonne et si elle était partagée. C'était le cas. Et ce que j'avais devant moi, c'était des données qui montraient différents facteurs inquiétants. D'une part, un clivage entre l'agriculture de la grande ferme de plus en plus, qui occupait de plus en plus de place, les développements qui avaient été extrêmement importants dans le domaine des céréales et oléagineux, particulièrement céréales et soya, maïs et soya, c'est-à-dire. Et d'autre côté, des petites fermes qui, elles, amenaient une diversité dans le paysage, mais qui manquaient beaucoup de soutien. Entre les deux, on est en train de voir disparaître la ferme moyenne qui était la ferme traditionnelle. Autre facteur qu'on voyait, la performance économique qui est extrêmement variable. Il y avait un groupe de têtes extrêmement performant, très techniquement qui était à jour et qui avait des rendements, très respectables. Et de l'autre côté, il y avait aussi un peloton qu'on appelle dans le domaine cycliste qui tirait de la plate et qui vivait pour l'essentiel des soutiens gouvernementaux année après année. Et le troisième élément qui m'apparaissait très préoccupant, c'est le taux d'endettement avec tout ça. Je le connaissais bien parce qu'évidemment, ayant été à la tête du financement agricole au Québec, j'avais vu ces données-là. Et les fermes du Québec étaient
en moyenne, entendons-nous, 2 fois plus endettés que leurs voisines ontariennes. C'était notre principal comparable généralement, là, parce que, évidemment, c'est une agriculture qui se ressemble passablement, même si de dimension plus grande en Ontario. Donc, on avait un portrait comme celui-là que j'ai présenté au ministre Yvon Vallière et qui l'a un peu étourdi, je pourrais vous dire, et il ne croyait pas ça, là. Ben, je dis, alors, on a conclu, après moult discussions, échanges, évidemment, au ministère, il y a des gens de haut savoir, des conseillers, il y a aussi, évidemment, des adjoints que j'avais, et tout le monde s'est posé la même question, mais qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'était la question fondamentale, et on a brassé un certain nombre d'idées, et après réflexion, après tous ces échanges-là, on a réalisé que dans l'histoire de l'agriculture du Québec, il y avait eu des grands moments. Ces moments-là étaient associés à des grandes études qui avaient été faites avec ce qu'on appelait des commissions, dont une, la commission royale d'enquête sur l'agriculture, qui avait produit le rapport April, et qui proposait des mesures de soutien, disant que l'agriculture était plus une activité intéressante au niveau familial, que finalement, il fallait soutenir cette agriculture-là. Auparavant, il y avait eu le rapport Éon, qui avait, lui, proposé que la mise en marché s'organise. Et c'était un peu l'origine, d'une part, des plans conjoints et aussi de la gestion de l'offre des années 70. Donc, il y avait eu des grands moments dans l'histoire. Le premier étant Éon, le deuxième, April, vers les années 66-67. Alors, résultat, c'est de dire, il faut refaire ça. Ce sont les grands moments qu'il faut refaire parce que c'est la seule façon de se donner des nouvelles orientations et de le faire avec une connaissance et une contribution assez générale des parties prenantes dans l'industrie. Alors, c'est comme ça que l'idée a fait son chemin. Elle a cheminé du ministre au Conseil des ministres, évidemment au premier ministre, et on l'a présenté à un ensemble de grands décideurs qui ne l'ont pas nécessairement reçu de la même façon, mais qui un jour a été quand même le lancement de cette opération-là. Oui, Michel, c'est intéressant, mais à un moment donné, il y a un personnage qui est arrivé dans le décor, M. Jean Pronovo. Ouais, voilà. Comment ça s'est fait? C'est pas un monsieur, voilà. C'est pas un homme qui arrivait du milieu agricole. Non, à la même époque, évidemment, il fallait dire qui parce qu'on retient les noms antérieurs et April, donc il y a toujours eu à l'origine un grand président. Et la recherche s'est faite et la réflexion s'est faite. J'avais connu Jean Pronovo comme sous-ministre. Il avait fait un parcours extrêmement important. C'est un homme de grande culture. C'est j'appellerais un sage. Quand moi, je suis arrivé comme sous-ministre, il avait déjà fait un grand tour de roue. Il avait été comme sous-ministre aussi bien dans des domaines culturels. Il avait été, d'une part, à l'éducation. Il avait été à l'environnement. Il avait été ce qu'on appelait, non pas énergie, mais économie, commerce, etc. Les noms ont changé depuis ce temps-là. Mais donc, il avait fait ce tour-là. C'était quelqu'un qui avait aussi étudié. Il a fait une maîtrise dans le domaine sociologie, mais axée sur l'agriculture, sur les fermes. Donc, c'était véritablement la bonne personne et il y avait une autre grande qualité, en plus d'être brillant, d'être sage et tout, il n'y avait aucun lien avec l'industrie. Donc, il pouvait recevoir ça sans avoir à défendre des positions antérieures, comme malheureusement on voit chaque fois que quelqu'un est nommé. Alors, dans son cas, lui, il n'y avait pas ces inconvénients-là et il était, à mon avis, le personnage idéal pour faire ça. Et ça, c'est avéré vrai. Maintenant, Suzanne... la commission a été créée, je ne me trompe pas, Michel, en 2006. Elle s'est créée, on était en juin 2006, effectivement, oui. Et le rapport a été déposé en 2008, au mois de février. Maintenant, Suzanne, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre expérience, de votre vécu. Moi, je vous présente comme le bras droit de Jean Pronovo. À titre de secrétaire général, je pense que c'est assez près de la vérité.
comment s'est fait votre rencontre avec la Commission de l'agriculture et qu'est-ce que c'était être le bras droit de Jean Pronovo dans ces années importantes? C'était exigeant parce que M. Pronovo était quelqu'un de très, très compétent et très exigeant. Mais ça a été aussi, moi, c'est un travail que je voulais faire parce qu'on était au cœur de tout, là. On recevait des gens de tous les milieux qui concernaient l'agroalimentaire. Au départ, le premier défi, ça a été de faire un document de consultation parce qu'on voulait que tout le monde parte avec les mêmes informations. Alors, on a fait ça assez rapidement et tout de suite, on a positionné la commission comme une recherche qui devait regarder à peu près tous les éléments de la chaîne de création de valeur, allant de la production à la mise en marché, à la transformation, à la distribution, la formation des ressources humaines, la recherche, la gouvernance, et puis aussi les impacts que toute l'activité agroalimentaire pouvait avoir sur l'environnement, la santé, la protection du territoire et la ruralité. Alors, c'était assez large et notre document traitait de tout ça, donnait des informations de base qui pouvaient servir à ceux qui voulaient ensuite venir nous présenter leurs demandes. Et on a ensuite organisé des audiences publiques qui se sont tenues dans 27 municipalités, des villes, mais aussi des petits villages. On est allé dans toutes les régions du Québec. On a reçu 770 présentations. Alors évidemment, là, il y avait 2-3 personnes qui venaient nous présenter un document, souvent, parce que sur ces 770 présentations, il y a eu 720 mémoires. Alors, les commissaires avaient lu les mémoires à l'avance. Et ces gens-là représentaient souvent des grands groupes, là. Ça pouvait être une fédération de l'UPA, ça pouvait être une coopérative, une entreprise privée, des syndicats, bon, toutes sortes de monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été consultés par cette démarche-là. Mais évidemment, tous ces gens-là venaient présenter davantage des problèmes que des solutions. Alors, nous, il fallait aussi chercher des solutions. Donc, il y a eu consultation d'experts, dont Guy de Bailleul, justement. Et puis, on a demandé aussi certaines recherches. On a fait 2 missions, une en Europe, France et Suisse, même on est allé au Parlement européen, et puis au Wisconsin. Et il y avait une quinzaine de personnes là, qui travaillaient régulièrement pour la commission. Une douzaine d'employés permanents et aussi des consultants qu'on embauchait selon les questions qui étaient explorées. Et c'est ça qui a donné le rapport et plusieurs des documents complémentaires. Alors, j'aimerais ça aussi dire quelque chose concernant la complémentarité des commissaires, parce que je vais sur la même ligne là, que Michel concernant les grandes qualités de M. Pronovo, qui, lui, avait de l'expérience à la fois dans les questions sociales, économiques, environnementales, mais il y avait aussi une grande connaissance des politiques gouvernementales, parce que notre but, c'était de faire des recommandations au gouvernement, donc il fallait qu'il y ait là quelqu'un qui connaisse vraiment tout ce qui était possible de faire. Ça, c'était une grande capacité de M. Pronovo. Il était aussi très attaché à ce dossier-là. C'est un dossier dans lequel il s'est consacré complètement et qui lui plaisait. Il a aimé ce milieu-là. Pascale Tremblay, elle était davantage préoccupée par les questions environnementales et aussi par les relations avec les consommateurs, ce qui était très important aussi. Suzanne, je m'excuse, on doit s'interrompre quelques instants pour une brève pause, mais j'aimerais après la pause que vous reveniez avec ce portrait-là des commissaires. Merci. Parfait.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, Ciel 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 Coaticook, 103.7 Actonville, 101.9 Chips et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Alors, nous sommes de retour à l'émission La question de demain où nous nous penchons sur le 15e anniversaire de ce grand document, le rapport Pronovo sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec. Suzanne, avant la pause, vous nous étiez en train de nous parler à quel point M. Pronovo, le président de la commission, s'était investi dans le dossier, à quel point il avait aimé l'agriculture, mais il y avait aussi autour de lui 2 autres commissaires qui apportaient leur contribution. Pouvez-vous nous en parler? Ben, comme je le disais tout à l'heure, Pascale Tremblay, elle, avait plus d'expérience du côté des relations avec les consommateurs et des questions environnementales aussi qui la préoccupaient beaucoup. Alors, elle accordait quand même beaucoup d'importance à ça. Et Mario Dumais, lui, avait une grande expérience des organismes agricoles. Il avait travaillé à la fois à l'UPA et à la coopérative fédérée, et c'est un économiste, alors les questions économiques le préoccupaient beaucoup. Et Monsieur Pronovo faisait pas mal la synthèse de tout ça, et sa grande expérience de plusieurs ministères aussi l'aidait beaucoup. Alors c'est vraiment lui qui a mené les troupes, là, et mais disons, il y avait une complémentarité entre les commissaires aussi. D'accord. Écoutez, pour qu'une commission comme ça recueille des centaines de mémoires, des centaines de témoignages, on doit comprendre qu'il y avait un appétit. Il y avait un appétit au Québec pour avoir une grande discussion sur l'avenir de l'agriculture au Québec. Mais Michel, cet appétit-là n'était pas partagé par tout le monde, si je me souviens bien. Ben, c'est-à-dire que on voyait la difficulté de cheminer d'une part ce dossier-là. Le ministre Vallière, suite à la présentation et données, parce que, comme je vous disais, on avait beaucoup de données économiques qui démontraient justement la réalité dont je parlais, le clivage, l'endettement des fermes. Alors, il était conscient de ça. Mais il était également, c'est un bon politicien, donc il comprend qu'il y a une résistance au changement. La résistance au changement, ben, elle va s'exprimer. Il était tout à fait conscient que même si on brasse tout ça, il y a des gens qui vont dire arrêtons, non, on est bien. Alors c'est un peu ça, les gardiens du statu quo vont certainement se manifester. Et c'est un peu ce que Yvon Vallière craignait, mais malgré tout, nos rencontres nombreuses, je dirais rencontres tardives le soir, pour sur le dossier, nous ont amené à avoir, oui, son aval, et on a cheminé avec un excellent mémoire au Conseil des ministres.
le premier ministre lui-même a trouvé, Jean Jaurès à l'époque, a trouvé que cette idée-là était importante de l'amener, et il a été celui qui est venu l'annoncer en premier. Donc, on a fait le tour, et on a quand même compris que ça passerait pas comme, comment dire, les recommandations d'une organisation, d'une démarche comme celle-là passerait pas, là, comme on dit des fois, comme du beurre dans le poêle, là, hein. C'était quand même, on était dans une agriculture qui se satisfaisait de son statut, et qui protégeait comment dire les programmes, j'y reviendrai, mais vieux d'une trentaine d'années, mais qui n'avaient jamais été revus. Maintenant, Guy, on l'a mentionné au début, vous avez été associé au rapport Pronovo à la commission d'études en tant qu'expert. Il devait quand même avoir beaucoup de ressources intellectuelles mobilisées pour ce grand exercice-là. Comment ça se passait là, en termes d'experts consultants auprès de la commission? Effectivement, la commission avait invité un certain nombre d'experts à produire des rapports complémentaires pouvant éclairer aussi tel ou tel aspect. Par exemple, moi, j'avais été invité à faire un travail sur l'état des politiques en faveur de l'agriculture familiale dans un certain nombre de pays. Il y a eu toute une série d'études qui ont été menées aussi. Je dois signaler aussi au passage que cet exercice avait suscité aussi beaucoup d'intérêt. Suzanne l'a rappelé, auprès de l'ensemble d'énormes, de très nombreuses catégories de la population, pas seulement les milieux agricoles, mais aussi les milieux municipaux, les groupes environnementaux. Et moi, j'ai été, étant professeur à l'université Laval, j'ai été témoin aussi de l'intérêt que cet exercice a suscité, y compris chez les étudiants en agriculture, au point que un groupe d'étudiants a ressenti le besoin de rédiger un mémoire sur leur vision de l'agriculture telle qu'ils pouvaient l'avoir à travers non seulement leurs études, mais l'intérêt qu'ils portaient à l'agriculture. Et je me souviendrai toujours de la réflexion de M. Pronovo, disant que notamment le mémoire des étudiants de l'université Laval en agriculture avait été reçu comme un des meilleurs mémoires du point de vue de la cohérence, du point de vue de l'ouverture, du point de vue de la vision que ce mémoire pouvait exprimer vis-à-vis de l'avenir. Si je me souviens bien, il n'a pas dit la même chose du rapport de la faculté d'agronomie. Là, vous ne m'épargnez pas, Simon. Effectivement, je dois reconnaître que le mémoire de notre faculté a été plutôt un mémoire très, j'allais dire, conventionnel en la matière. Il s'agissait en fait pour la faculté d'expliquer que tout ce qu'elle faisait et qu'elle se promettait d'en faire plus si elle avait plus de soutien. Ce qui était à peu près la même chose qu'on a attendu qu'on a vu de l'autre côté, de la part de l'autre faculté. Donc en fait, le constat qu'il n'y avait pas beaucoup d'idées audacieuses qui émergeaient des milieux académiques. Heureusement que les étudiants ont sauvé la mise de ce côté-là. Maintenant, Suzanne, est-ce que je me trompe en disant que vous avez accompagné la commission dans sa tournée du Québec? Vous avez assisté aux audiences? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont frappé, qui vous ont marqué plus que d'autres? Je n'ai pas assisté à toutes les rencontres de consultation parce que moi, j'étais responsable de faire fonctionner le bureau. Alors, je suis allée à certaines de ces rencontres-là. On a aussi organisé à certains endroits des rencontres thématiques. Alors, celle-là, j'ai assisté. On a eu quelque chose sur l'environnement, quelque chose sur le développement régional et tout ça. Alors, ça, c'était quelque chose que je retiens là particulièrement. Si je reviens aussi au mémoire dont parlait Guy, le mémoire des étudiants de Laval, ça nous avait ému particulièrement, M. Pronovo et moi, parce que c'est pour la jeunesse aussi qu'on travaillait, c'est pour l'avenir. Donc, on était particulièrement sensible à ce que les jeunes aussi
venait dire. Mais en fait, l'ensemble des mémoires ont été lus et étudiés et considérés par les 3 commissaires, par le président et les 2 commissaires. On voulait considérer l'ensemble des gens qui venaient s'exprimer et qui ont été très diversifiés. Là, il y avait des gens, il y avait des citadins, il y avait des maires, il y avait ça aussi, ça nous a particulièrement touchés. Monsieur Pronovo, lui, avait été pas mal touché par un de ces mémoires-là qui provenait du maire de Saint-Marcel et qui montrait à quel point un milieu agricole peut se dévitaliser. Ça c'est un mémoire qui est revenu assez souvent dans nos discussions. Écoutez, l'émission tire bientôt à sa fin. On n'aura pas le temps d'aborder le contenu. Ça sera pour une prochaine émission qu'on va faire rapidement. Mais je comprends que vous deviez sentir un immense espoir face à ce document-là, face à cette démarche-là. Ça devait être palpable de voir que les gens, enfin, on veut nous écouter, enfin, on veut changer les choses. Ça devait être quand même être ressenti. Oui, à la fois parce que beaucoup de gens s'exprimaient et qu'on était responsable de donner une suite à ces demandes-là, puis aussi parce que nous, on y mettait aussi tout notre cœur et nos énergies. Et je pense que si on veut introduire le contenu du rapport, moi, je le résumerais en 3 mots. Ce serait pluralité, flexibilité et leadership. Alors, ces 3 mots-là résument pas mal ce qui va ressortir de l'ensemble du rapport. Alors, Michel, oui? Ben, j'ajouterais un grand mot, vision. Ce rapport-là était comme on fait généralement une planification stratégique de nos organisations. On se regarde pour l'avenir. On se projette et on dit où voulons-nous être. Et ce rapport-là est porteur de cette vision-là. J'aimerais ajouter une autre chose. On parlait des intervenants. Le rapport, on n'a pas dit souvent, mais il contenait vous avez produit une annexe, Suzanne, hein? L'annexe qui disait ce qu'on nous a dit. C'était le titre de votre annexe. Et cette annexe-là, c'était un document assez volumineux, je me souviens bien, rappelait que chacun, les principaux, en tout cas, l'intervenant, là, mais il doit en avoir un assez bon nombre dans le document parce que, je me souviens bien, il est assez volumineux. Alors, qu'est-ce que c'était que ce qu'on nous a dit? Alors, ce document-là, qui a plus de 150 pages, là, que j'ai ici. Il y a aussi des études complémentaires qui ont été publiées. Là. Il y a quand même autre chose que le document de rapport lui-même. Mais ce qu'on nous a dit, c'était le but de ce document-là, c'était de rester au plus près de ce que les gens nous avaient amené comme idée. Et ça, M. Pronovo était très préoccupé par ça. Il y a une question, par exemple, qui, moi, me préoccupait, mais je lui en avais parlé. Et il m'a dit, vous avez tout à fait raison, mais personne n'est venu nous parler de ça. Alors, ça, c'est donc pas dans le rapport. Même si c'était quelque chose d'intéressant. Écoutez, Suzanne, on doit s'interrompre. Écoutez, le rapport a du contenu, il y a 49 recommandations. On ne l'a pas abordé, mais ça va être l'objet de notre prochaine émission sur le 15e anniversaire du rapport Boileau. En terminant, Suzanne, je voudrais juste souligner, ça a été dit souvent, c'est la qualité de l'écriture du rapport. Et je pense que là-dessus, il y a une bonne partie du crédit qui vous revient. Alors, ça a été considéré comme un rapport très bien écrit, très clair, qui posait les vraies questions. Alors, écoutez, c'est tout pour... je dois donner le crédit à Yvon Boudreau. Oui, d'accord. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et on revient avec la semaine prochaine avec la suite de ce même sujet, le 15e anniversaire du rapport Pronovo.